Bienvenue dans Mediapol, l'émission qui décrypte la politique vue par les médias, tous les médias. Et on commence avec le sommaire. Comment succéder à une personnalité politique qui a marqué son temps, marqué ses électeurs, qui a su imposer sa patte et ses idées pendant plusieurs années? Suivre les pas du mentor, se démarquer très vite? Toutes les réponses sont dans notre Focuscom. Ça y est, la campagne d'Hillary Clinton est officiellement lancée et figurez-vous qu'elle a choisi de l'annoncer sur Internet. Retour sur l'événement de la semaine dans notre Focus Web. Et pour finir l'émission, nous partirons à la rencontre de deux grands hommes au destin croisé, Churchill et De Gaulle. La vie politique a souvent été et reste encore aujourd'hui marquée par le passage d'hommes ou de femmes politiques charismatiques qui, au fil de leur mandature, ont su imprégner les esprits de leurs électeurs, qui ont su associer une ville ou un département à leur nom. Alors, pas toujours facile de passer derrière. Quelle attitude adopter quand on arrive après? Comment conserver l'aura de son mentor tout en se démarquant? Elsa Mondingava et Charles Villeneuve ont suivi l'exemple d'Anne Hidalgo qui succède au très célèbre maire de Paris, Bertrand Delanoë. Regardez. Bravo Paris et merci Paris! Pendant 13 ans, elle est restée dans l'ombre de Bertrand Delanoë. Mais le 30 mars 2014, Anne Hidalgo devient à son tour maire de Paris. Ce soir-là, c'est sur elle que l'attention se porte. Pourtant, elle appelle son prédécesseur à la rejoindre sur la scène, lui propose de dire un mot, même s'il décline. Anne Hidalgo embrasse son héritage, assume cette succession. Mais cela n'a pas toujours été évident pour elle. Pendant la campagne des élections municipales à Paris, la droite a choisi son angle d'attaque. Bertrand Delanoë a désigné celle qui prendra sa place. Anne Hidalgo serait alors une héritière. Une stratégie dont a été témoin le journaliste Vincent Nguyen. Il a suivi Anne Hidalgo et Nathalie Kosciusko-Morizet dans la course à la mairie de Paris. C'était c'était un peu le boulet qu'elle traînait. Et c'était surtout l'argument que martelait NKM. Dire que c'est une héritière, c'est même pas forcément dire qu'elle s'est construite grâce à Bertrand Delanoë, c'est encore pire que ça, c'est de dire qu'elle elle ne va hériter que de la fonction, mais elle n'en a pas forcément les compétences. Voilà, quand on hérite d'une fortune, on ne la mérite pas forcément. Voilà. C'est vrai que la carrière d'Anne Hidalgo est intrinsèquement liée à celle de Bertrand Delanoë. Élu en 2001, il la nomme première adjointe et fera de même lors de sa réélection. Dès 2010, il annonce ne pas briguer de troisième mandat. La place est libre pour Anne Hidalgo, mais elle refuse d'y voir un cadeau. J'en ai quand même pris plein la figure pendant quelques années. Et je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se battre à l'époque beaucoup contre, plutôt sa propre famille que l'extérieur. Quand on acquiert des compétences de cette façon-là, je peux vous dire que ça vous donne de la force. Au terme de succession, elle préfère donc celui de transmission. Héritier sonne parfois comme un gros mot en politique, peut-être encore plus, héritière. Caroline Dehaas est militante féministe. Elle a travaillé brièvement aux côtés d'Anne Hidalgo. Je trouve ça assez intéressant qu'on se pose cette question pour Anne Hidalgo, parce que je n'ai pas le sentiment qu'on se la soit posée beaucoup ces 50 dernières années, alors que la plupart des responsables politiques, qui étaient des hommes, qui ont exercé des responsabilités, ont à un moment ou un autre aussi été choisis par leurs prédécesseurs. Et donc je trouve ça interpellant que cette question de l'héritage, on se la pose au moment où c'est une femme qui devient maire de Paris pour la première fois. Je me dis, il y a peut-être un biais, quoi. Anne Hidalgo a fêté il y a quelques jours sa première année à la mairie de Paris. Elle s'y est affirmée, n'a pas hésité à exprimer ses désaccords, même face au gouvernement. Alors qu'Emmanuel Macron bataille à l'Assemblée nationale pour ouvrir les commerces le dimanche, elle fait part de ses vives réserves. Il faut aussi se poser la question de ce que ça signifie, une société dans laquelle le travail du dimanche devient la règle. Autre bras de fer avec Ségolène Royal, cette fois, qui retarde la mise en place de la circulation alternée à Paris lors du pic de pollution. Anne Hidalgo dépasse les débats parisiens. Elle prend position sur des sujets nationaux, voire internationaux, avec la candidature de Paris aux Jeux Olympiques. Une personnalité qui tranche avec l'image un peu lisse qui lui collait à la peau pendant la campagne. Pendant cette première année, lorsqu'il a fallu qu'elle s'oppose parfois
souvent qu'elle apporte uniquement des nuances, mais parfois effectivement qu'elle s'oppose au gouvernement, ça n'a jamais été dans une stratégie de communication en se disant « je veux absolument affirmer ma personnalité », me construire une popularité et donc je vais le faire sur le dos du gouvernement. À chaque fois, ça a été sur des sujets de fond qui étaient la nécessité de défendre ce qu'elle considère comme étant les intérêts de Paris et des Parisiens. Alors, Anne Hidalgo aurait-elle réussi à faire oublier Bertrand Delanoë? Elle a en tout cas réussi son passage de première adjointe à maire de la capitale. Mais c'est aussi parce que Bertrand Delanoë s'est effacé. À part en de rares occasions, comme lors des attentats de janvier dernier, il s'est montré très discret, de quoi permettre à celle qui lui a succédé de prendre toute sa place. Bonjour Philippe Lenchener. Bonjour. Vous êtes le PDG du groupe McCann France et vous avez d'ailleurs conseillé bon nombre de personnalités politiques. Alors, première question, le passage de relais Delanoë Hidalgo à la mairie de Paris, est-ce que c'est pas un peu le mentor qui adoube sa dauphine? Ah bah alors il y a toute la réponse dans la question. C'est vrai? Oui, donc c'est oui, bien sûr, oui. Il y a une passation qui s'est faite de la manière la plus harmonieuse qui soit. C'est probablement un cas d'école, pour la petite histoire. C'est un cas d'école dans bien des sens. Pourquoi? C'est-à-dire, c'est un cas d'école parce que, alors on va essayer de se les prendre dans l'ordre. D'abord, toute velléité de contestation ont été étouffées de manière assez remarquable. Ensuite, la deuxième chose, c'est que Bertrand Delanoë a expliqué qu'il y aurait une continuité dans le travail, mais qu'elle avait sa personnalité. Force est de constater qu'elle a eu sa personnalité, parce qu'on voit très très bien deux types de gestion et deux types de personnalités très différentes. Si on veut les résumer très rapidement. Bertrand Delanoë, le jour où il est élu, le soir où il est élu, il y a un chapiteau qui est devant la mairie, il montre la mairie du doigt et il dit aux dizaines de milliers de personnes qui sont là, c'est votre maison, désormais vous allez vous la réapproprier, je vous permettrai d'y rentrer. Je vous permettrai d'y rentrer. Et donc il a régné, dans tous les sens du terme, sur la mairie de Paris, puisque vous savez que son petit surnom était le Roi Soleil. Donc il a régné sur la mairie de Paris, mais c'est lui qui décidait de donner la place aux gens. Et donc ça vous a donné les Nuits Blanches, Paris-Plage, etc. Anne Hidalgo fait autre chose, c'est-à-dire qu'elle dit c'est votre maison, mais elle permet réellement aux gens de se la réapproprier. Il y a des budgets participatifs, il y a des comités de quartier, il y a un certain nombre de choses où vraiment elle essaye, tant que faire se peut, de faire participer les gens. Et donc il y a réellement une vraie personnalité. Et puis il y a surtout un renouvellement quasi complet des équipes. Parce que quand vous voyez les gens, Brossia, quand vous voyez Julliard, quand vous voyez Missika, ce ne sont pas les anciens adjoints. Qui se rappellent qu'il y avait Jean-Marie Le Guen à la santé, il y avait Pascal Cherki au sport, des gens qui ont fait d'autres choses, qui ont suivi d'autres chemins. Donc il y a quelque chose qui est un cas d'école. Est-ce que, pour autant, ça peut lui porter préjudice de rester justement cette dauphine? Est-ce qu'on parle encore d'elle aujourd'hui comme une dauphine d'ailleurs? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, moi, je crois que... d'abord, j'ai une conviction première et profonde, pardon, c'est que le statut de dauphin, c'est formidable et que la transmission, c'est merveilleux. Et moi, j'attends, et j'en connais un paquet, depuis quelques années, j'ai travaillé avec un certain nombre d'entre eux, j'attends l'homme politique qui me dit « Je ne veux pas être un dauphin, je ne veux succéder à personne. Trouvons-nous un bel endroit où il faut aller se taper un leader très très fort du camp qui est opposé au bien. » Ça n'existe quasiment plus aujourd'hui, ça? Vous pensez qu'Emmanuel Macron ou Fleur Pellerin, qui veulent tous les deux faire de la politique, ne vont pas chercher à être les successeurs de quelque chose? Alors, soit les successeurs d'une culture, c'est-à-dire qu'ils voudront quelque chose qui culturellement est ancré à gauche, soit les successeurs d'une personne. Il faut arrêter avec ces histoires, c'est super cool et c'est vraiment bien de succéder à quelqu'un. Alors, justement, vous en parliez, je voudrais de la succession à soi-même ou même de la succession dans les partis. Je voudrais vous faire écouter cette remarque de Caroline de Haas. On va la regarder ensemble. Hop. J'ai un exemple très précis en tête où j'ai eu le sentiment que la succession n'avait pas du tout été gérée et que résultat, ça a coûté très cher aux partis politiques. C'est le NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Quand Olivier Besancenot, qui était quand même la figure médiatique du NPA, candidat à la présidentielle, est parti, le sentiment qu'on a eu de l'extérieur, c'est quasiment du jour au lendemain en faisant une lettre aux militantes et aux militants. Il n'avait pas préparé la suite, le NPA s'est cassé la gueule. Est-ce que vous êtes d'accord avec Caroline de Haas? Quand on ne prépare pas sa succession, tout s'arrête, tout s'éteint derrière. Je suis en accord sur ce qui va être sur ce qu'est la pensée quotidien gratuit.
je la qualifierais ainsi, c'est-à-dire on voit un fait, on le balance et on met 3 mots, mais en profondeur, en fait, elle fait une erreur d'analyse assez lourde. C'est-à-dire que là où elle a raison, c'est que oui, Besancenot est remplacé par Poutou. Poutou, il n'a pas envie d'y aller, ou du moins il ne comprend pas là où il va, et puis il ne se rend pas compte que la politique c'est un truc quoi, qui est costaud, qui est violent, qui se prépare, etc. etc. Il n'y a pas de génération spontanée pour l'élection présidentielle. Bon. Là où elle se trompe lourdement, c'est que moi je pense que si demain matin il y a une crise de succession au Parti Socialiste, comme ça, du jour au lendemain, ou à l'UMP, ou je ne sais quoi, il y a un humus culturel et politique qui est très très lourd, et qui fait qu'à ce moment-là, vous aurez une vacance du pouvoir et une crisette de palais, parce que ce sera un problème organisationnel, mais culturellement, vous avez des machines qui sont faites pour gouverner, qui ont des humus idéologiques lourds et qu'on peut relever. Je vais vous dire une chose. La succession de la Ligue communiste révolutionnaire n'aurait pas été compliquée. La succession du nouveau parti anticapitaliste était compliquée parce que c'est un flou idéologique complet. D'accord. Donc c'est inhérent au parti même. Oui, c'est quelque chose qui a été construit pour une circonstance pour Olivier Besancenot. Oui, il a entraîné tout le monde et forcé tout le monde à dépasser les choses. Puis attendez, il y a aussi une autre chose, c'est que Olivier Besancenot, personne ne l'a pris au sérieux. C'est-à-dire que Besancenot, il a dit j'arrête, et il a dit j'en veux pas une de plus. Et dans un monde où tout le monde pense qu'il y a le dévouement pour la cause, on s'est dit mais si Olivier ira, eh ben non, Olivier il n'y a pas été. Voilà. Donc il y a aussi un truc très très intéressant, c'est que les gens ne peuvent pas concevoir qu'à un moment donné quelqu'un puisse arrêter. Et ça, c'est un niveau psychologique plus que politique, mais peut-être politique aussi, parce que, et je crois que le non-cumul fera du bien pour cela, en cela, c'est qu'on va peut-être fabriquer des machines à faire des allers-retours, quoi. Bien sûr. Je voulais vous parler aussi de passation de pouvoir. Quand on parle, enfin, j'ai pris par exemple la passation de pouvoir entre Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls. Comment on se prépare à ça? Comment on prépare son discours d'adieu pour Jean-Marc Ayrault et son discours d'arrivée pour Manuel Valls? Alors, quand vous partez, il n'y a qu'une seule chose à faire, prendre date pour demain et préparer une sorte d'effet retour. C'est-à-dire que comme vous ne maîtrisez rien et vous ne savez pas de quoi demain sera fait, ce qu'il faut, c'est expliquer que ce que vous avez fait, on se rendra bien compte. Et on en verra les résultats un jour. Et ça va bien éclore à un moment donné. Et vous dites, et vous prenez date, vous verrez bien. Il y avait eu un moment qui avait été très très intéressant, alors il est juste intéressant au niveau de la pédagogie, parce que vu que ça ne s'est pas passé, ça ne sert à rien, mais Mauroy et Mitterrand avaient fait un départ assez exemplaire, parce qu'il était très émotionnel, et François Mitterrand avait dit « Quand je pense à l'avenir, je vois Pierre Mauroy ». Alors il se trouve que il n'y a pas eu de Pierre Mauroy ensuite derrière, mais par cette phrase, ça vous dit ce qui doit se passer. Alors ensuite, pour Valls et Jean-Marc Ayrault, bah, c'est comme pour Sarkozy et Chirac, l'idée d'un nouvel élan. L'idée de montrer qu'on passe juste en sixième vitesse et sur la file de gauche sur l'autoroute, quoi. Et aucune passation n'existe dans un même camp si elle ne sert pas à donner un élan nouveau, parce qu'autrement, comment la justifier, quoi? Elle est injustifiable. Et je voulais terminer avec les dynasties. Elles existent évidemment en politique. Chez les Le Pen, évidemment, on en parle beaucoup en ce moment. Est-ce que pour succéder à son père, Marine Le Pen était contrainte de le tuer médiatiquement? Est-ce que cette succession, elle devait forcément passer par là? Pour ce qu'elle doit faire, oui. Mais elle aurait pu vouloir faire autre chose. Si elle avait décidé de continuer à être dans une logique protestataire et de cultiver un 12% de part de marché, elle n'était absolument pas obligée de tuer le père, voire au contraire de rester en l'état. Le sujet, c'est qu'elle veut une double rupture. Elle veut une double rupture. La première rupture, elle est idéologique, c'est-à-dire que cette histoire de vive Pétain, vive l'antisémitisme, l'immigration, mère de tous les maux, c'est pas son sujet. Son sujet, elle a fait une triangulation avec un discours extrêmement social et politique, et en glorifiant la France d'en bas. Donc il lui faut acter cette rupture politique. Et la deuxième, c'est qu'il lui faut acter une rupture comportementale. Elle n'est pas dans un parti protestataire, elle veut exercer le pouvoir. Donc le problème, c'est que par rapport à cette double rupture, elle rencontre son père.
Mais donc c'est une rupture, du coup, elle doit tuer le père politiquement, à mon avis, beaucoup plus que... Alors il se trouve que la symbolique et la dynastie vient rencontrer une situation politique qui est vraiment réelle, quoi. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci Philippe Keshner d'avoir répondu à toutes nos questions. Et voici tout de suite la première partie du Zaptic. On a une sarkozyste, un pro-Le-Maire, un juppéiste. Ça va, vous avez trouvé un accord, vous êtes rassemblés? Un vrai rassemblement. Ouais, tout va bien. Tout le monde est heureux, c'est parfait. S'il y a 3 millions d'électeurs, naturellement, je respecterai le verdict des primaires. Je pense que je les gagnerai quand même. Hein. Je ne pars pas battu. Et si je ne les gagne pas, je jouerai le jeu et j'apporterai mon soutien à celui qui les aura gagnés. Et s'il n'y a que 500 000 électeurs? S'il y a 500 000 électeurs, je pense qu'elles n'auront pas de signification véritable. Enfin, c'est quand même la victoire de Sarkozy, on peut le dire. Donc c'est peut-être pour lui l'occasion de distancer ses adversaires à l'UMP. Ah, t'as vu comme elle est contente? Je serai candidat à la primaire, je le dis depuis des mois, et surtout je bâtis un projet. Parce que ma candidature n'est pas simplement une question personnelle, une question d'ambition. Quel fouteur de merde! Mais pas du tout, je pense qu'il a un sens des réalités. Qu'en dit le juppéiste? Il va bien, le juppéiste. Il est assez... Il est serein. Il est assez tranquille, je dois dire. J'ai appris pendant mon procès en appel, ça se passait à la cour d'appel de Versailles, que ma mère venait de mourir. Il a fallu que mon avocat fasse preuve de beaucoup de conviction pour que j'ai l'autorisation d'interrompre l'audience et d'aller aux obsèques de ma mère. Voilà. Finalement, l'idée que... Quelle machine. Quelle machine. Les primaires vous redonnent espoir. Vous vous dites que vous pourriez peut-être vous présenter. Ah, vous avez vu? La parole est d'argent, le silence est d'or. Bah, surtout dans mon cas. Hein. Et quand on se tait, on a l'air rassemblé à l'UMP. Enfin, dans mon cas, le silence est d'or. Est-ce qu'on fait des réformes radicales? Comment on les fait? Dans quel délai on les fait? Et aujourd'hui, je ne veux pas paraître immodeste, mais je suis le seul à porter ce message, ce projet, cette méthode radicale de changement. S'il a l'intention de faire campagne, on ne va pas l'empêcher de faire campagne. Je préfère à l'intérieur, je préfère que François Fillon fasse campagne à l'intérieur qu'à l'extérieur, si vous voyez ce que je veux dire. Votre engagement politique est, dites-vous, lié à votre idéal religieux. En quoi? Je ne sais pas d'où vous sortez cette phrase. Alors c'est le Nouvel Économiste, ça date de 2004. Hein. Mon catholicisme est sûrement à la base de mon engagement politique. La politique, c'est améliorer la vie des gens, les recevoir, leur parler, tout ça. Et ben voilà, vous avez la réponse, il fallait lire la citation en entier. C'est ça. Très bien. Bien, bah écoutez, je suis enchanté. Mais vous pouvez dire un petit mot, non, on va faire des choses. Quelques mots. Alors, comment ça vous fera plaisir? Printemps 2013, c'est là que nous sommes. Claude Guéant est mis en cause dans plusieurs affaires, notamment celle des primes de cabinet et celle de ces tableaux vendus à des prix astronomiques à un collectionneur dont la trace se perd en Asie. Il a l'impression de payer pour les autres et au téléphone, ça donne ceci. Je suis complètement capable de déraper, de faire la une des vidéogags et des pendant 10 ans. Bon, alors on laisse Martin. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Donc on laisse Martin faire. Par contre, ça peut être excellent. Et ça peut être aussi... Est-ce que, je sais pas si on prend le risque alors. Est-ce que je leur dis que je suis plus socialiste que les 35 heures de Martine Aubry? Vous voyez, c'est ce genre de truc. Quand tu vois certains et que tu sais ce qu'ils ont fait ou font, je sais quelques petits trucs quand même. Alors sa fille est en colère, notamment contre Nicolas Sarkozy. Il aurait pu faire quelque chose pour toi, dit-elle à son père. Je pense aussi, répond Guéant. Oui, il a intérêt à se méfier parce que le jour où tu vas décider de balancer, dit la fille, aussitôt interrompue par son père. Oh, je vais pas balancer. Oubliez l'UMP, dites bonjour aux Républicains. Ce nouveau nom devrait, sauf surprise, être soumis au bureau politique début mai. L'occasion pour le parti de droite de prendre un nouveau départ. Yes, donc c'est pas un enterrement. Est-ce que c'est un nom qui vous convient? Je suis pas sûr que l'enveloppe... Pas d'enthousiasme. Non, c'est pas un enthousiasme ou... C'est une bonne façon, je pense, de faire oublier les déboires de l'UMP. Voilà. Où tu vas comme ça, Polo? Bah, à la réunion du parti. T'as ta carte des Républicains? Non. Bah alors tu peux pas rentrer. Sans carte des Républicains, pas de réunion. Bon, laisse-moi passer, Nadine. Tu fais encore un pas et c'est mes Santiago, taille 44 dans tes roupettes. On est peut-être républicains, mais on reste des bonhommes. Ça colle parfaitement à ce qu'est Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire un atlantiste, fasciné par le modèle américain, toujours plus fasciné par le modèle américain que par le modèle français, fasciné par
l'obsession sécuritaire des États-Unis, fasciné par le bling-bling des États-Unis. Les Français ont été républicains avant les Américains, quand même. Il faut quand même le dire. Donc on ne peut pas laisser le monopole des républicains aux Américains, mais il va aussi être un peu difficile de justifier le monopole des républicains pour un parti, parce que ça laisserait supposer que les autres partis ne sont pas républicains. Il est le président, je suis le Premier ministre, je ne suis pas son collaborateur. Le ministre collaborateur, c'était François Fillon avec Nicolas Sarkozy. C'était une erreur d'interprétation sur ce que sont les institutions, et c'était méprisant à l'égard d'un homme, mais c'est Nicolas Sarkozy. Vous savez, il n'aime pas les gens. Ça accroche bien. On sent que vous avez piloté, hein. On sent, mais ça se voit. Hein. Alors attention, le virage assez rapide, parfait. Ah, c'est dur ce que vous me dites. Il n'aime pas les gens, non, je crois. Nicolas Sarkozy n'aime pas les gens. Je crois qu'il n'aime pas les gens. Et puis surtout, il est en permanence, ce qui n'est pas le cas de François Hollande, dans un esprit de revanche. Et la revanche sur les autres, les adversaires politiques, mais surtout sur les Français, elle est toujours mauvaise conseillère. Allez, allez. Vous arrivez fort sur l'arrivée. Ouais, pas mal du tout. François Fillon, vous avez fait 1,41 et 51 centièmes. C'est le 4e meilleur temps, François Fillon. Bravo. Barack Obama l'a dit, elle ferait une excellente présidente des États-Unis. Hillary Clinton s'est officiellement lancée dans la course à la présidence de son pays, mais devinez comment ? Par Internet. Évidemment, elle a d'abord publié sur son site sa propre vidéo de campagne qu'elle a doublée d'un tweet sur son compte officiel. Hillary Clinton mise beaucoup sur le web et les réseaux sociaux. Toutes les explications de Camille Vigogne. I'm getting ready for a lot of things. A lot of things. Une succession de portraits de l'Amérique qui ose, façon spot publicitaire pour Benetton. Hillary Clinton a officialisé sa candidature avec cette vidéo postée sur son site. I'm running for president. So I'm hitting the road to earn your vote. Because it's your time. And I hope you'll join me on this journey. Pour se lancer dans la course, l'ex-première dame a décidé d'utiliser les réseaux sociaux en signant ce tweet. Je me présente à la présidence, tous les Américains ont besoin d'un champion et je veux être ce champion. La lettre H précise qu'elle a elle-même écrit ce message et non son staff. La biographie de son compte joue sur l'humour. Épouse, mère, avocate, propriétaire de chiens, icône capillaire, fan du tailleur pantalon, briseuse de plafond de verre, à déterminer. Hillary Clinton, méfiante avec les médias et les nouveaux moyens de communication, aurait enfin compris l'importance de s'adresser directement aux électeurs américains. Son site, disponible en espagnol et en anglais, permet aux sympathisants de rejoindre son équipe ou d'envoyer des dons, et son profil Facebook maîtrise l'art du storytelling. La déclaration a fait les unes du monde entier, sauf en Russie, où son clip de campagne a été interdit aux moins de 18 ans. En montrant des couples gays, cette vidéo constituerait de la propagande homosexuelle. I'm getting married this summer to someone I really care about. Sur Twitter, les utilisateurs se sont emballés. Autre polémique, le logo choisi par l'ex-secrétaire d'État. Trop simple, trop austère, trop strict. Sur la toile, les remarques se sont enchaînées. Le hashtag SoOld, tellement vieille, est également apparu sur Twitter pour désigner la candidate de 68 ans. Preuve que la critique en ligne est loin d'être toujours constructive. Les messages de soutien se sont aussi multipliés. En France, l'annonce de sa candidature a été saluée de façon unanime par la classe politique française. Nicolas Sarkozy, Manuel Valls ou encore Christiane Taubira. Seule bourde, celle de Valérie Pécresse. La candidate UMP au régional a affirmé que l'ancienne chef de la diplomatie américaine n'était pas un modèle car elle n'avait pas exercé de vraies responsabilités. Les internautes se sont tout de suite emparés de la phrase maladroite et le hashtag « Joue-la comme Pécresse » a vite envahi Twitter. La plus grande déception de la semaine sera sans doute celle de Zek. Pas facile pour ce petit garçon de se faire voler la vedette par la candidature encombrante de l'ex-première dame.
Bonjour Arnaud Pochbonne. Bonjour. Vous êtes directeur général de Weber Shandwick France, spécialiste de la réputation. Alors cette web candidature d'Hillary Clinton, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve qu'elle est plutôt réussie et je pense qu'elle a fait ce qu'il fallait faire. Il y a eu une énorme évolution avec déjà la première candidature d'Obama, puis 2012, qui ont marqué un vrai shift où finalement la communication politique, notamment aux États-Unis, est passée d'une communication où le sujet c'était les lecteurs, vers une communication où l'objectif c'était plutôt d'engager les lecteurs, d'engager l'opinion publique. Aujourd'hui, Hillary Clinton, elle a un hub à travers un site de contenu qui est nourri quotidiennement par de l'actualité, des prises de position, des contenus engageants sur ses idées, mais également complété par un compte Flickr qui reprend des photos d'elle et qui la met en scène à travers toute une série de photos d'elle au milieu des Américains, compte qui sert surtout à pouvoir partager des contenus visuels qui vont pouvoir être repris par les internautes eux-mêmes pour communiquer sur leur compte Facebook ou Twitter ou autre, mais également qui vont pouvoir permettre de véhiculer des images, une image positive de la candidate. On a également le compte Twitter qui permet du coup d'être dans une logique de recrutement, d'engagement, mais également d'interaction avec l'actualité. Puis dernier point, c'est évidemment le compte YouTube qui permet de partager des vidéos, compte qui est assez suivi. Il y a plus de 4 millions d'Américains qui ont été sur ce compte pour voir la vidéo de campagne et qui a permis du coup à Hillary Clinton de pouvoir avoir une prise de position forte avec, on remarquera sur chacune de ces plateformes, une vraie cohérence graphique, visuelle, avec un logo qui a pu être critiqué par certains, mais qui par sa simplicité permet à Hillary Clinton de jouer cette carte de proximité, de simplicité et d'accessibilité vis-à-vis du public américain. Après, on peut s'interroger concernant le compte Twitter sur le fait qu'elle a quand même très peu elle a un nombre de followers qui est extrêmement important, de plus de 3 millions 300 000 personnes, ce qui est quand même assez important. Mais derrière, elle suit extrêmement peu de personnes, mis à part son mari et sa fille. Finalement, on se rend compte que finalement, elle a une approche qui est très tactique de Twitter. Il y a un usage qui est utilisé pour cette campagne, qui n'est pas utilisé personnellement. Il va falloir qu'elle s'implique un peu plus si elle veut exploiter au mieux cette plateforme, surtout si elle revendique une volonté de proximité. Très bien. Il y a une autre femme qui, elle aussi, s'est lancée officiellement dans la campagne, mais cette fois, la campagne pour la région Île-de-France, c'est Valérie Pécresse. Et pour communiquer, elle diffuse sur son site une web-série en 5 épisodes pour critiquer le bilan socialiste. On va regarder tout de suite un exemple sur les transports. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? C'est une véritable épreuve que de prendre les transports en commun en 2015 et en Île-de-France. Vous savez, quand je suis sur le quai, mon cœur il monte à 130 km/h. 130 ? Oui, et je vous avoue, je préférais inverser avec le RER qui dépasse pas les 60. Et puis quand je monte dans le wagon, je me dis c'est bon. Non, c'est encore la foire pour s'asseoir. J'ai la solution. Est-ce que ça vous a fait sourire? Est-ce que vous trouvez ça judicieux? Alors, tout d'abord, je voudrais dire que je trouve que Valérie Pécresse est une femme politique qui a assez bien compris l'usage de la communication digitale et qui a pu le montrer. Elle a un compte Twitter qui est assez bien tenu, avec un nombre de followers qui est quand même honorable, de mémoire 150 000 à 160 000 followers. Et elle est assez active, elle suit près de 900 comptes. Ouais. Donc on voit qu'en tout cas, elle a compris l'usage Internet et elle est sans doute plus active pour le coup que Hillary Clinton, en tout cas quand on va sur son compte. Après, on peut s'interroger sur la vidéo et sur ce film en tant que tel. L'usage de vidéos pour des campagnes et de vidéos qui vont jouer sur la carte de la viralité, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. C'est toujours un peu dangereux si c'est mal fait, parce qu'on peut se retrouver avec une exécution qui est cheap et qui finalement donne le sentiment d'être un peu léger, d'être un peu superficiel sur des sujets qui touchent de près vous êtes en train de nous dire que c'est le cas là pour Valérie Pécresse? Et concernant Valérie Pécresse, je pense que
cette vidéo n'est pas la meilleure chose qu'elle ait faite sur Internet, pour être totalement clair. Et il suffit d'ailleurs de voir le nombre de retweets sur son compte, quand on va sur son compte Twitter, où la vidéo est partagée. Il y a énormément de retweets sur beaucoup d'autres sujets, y compris juste des tweets de 140 signes sur lesquels il y a une réaction. Ce tweet-là n'a pas emballé les foules et il y a eu un nombre de partages assez faible. Et donc, pour moi, l'intention est bonne, c'est l'exécution qui est un peu ratée. Très bien. Et pour finir, je voudrais vous montrer la toute dernière web campagne du gouvernement pour défendre ces réformes. Voilà, les tweets apparaissent en ce moment. Voilà, ce dimanche, des tweets largement inspirés de la série Game of Thrones ont été diffusés sur le compte officiel avec parchemin, référence aux 7 royaumes, etc. Est-ce que c'est malin ou est-ce que c'est pas un peu ridicule ? Finalement, cette campagne, elle relève du même procédé que celui qu'a voulu utiliser Valérie Pécresse, c'est-à-dire vouloir jouer la carte de la proximité et apporter finalement un contenu créatif qui permet, par une disruption, de pouvoir toucher un public qui est peut-être en désamour vis-à-vis du monde politique, à savoir les jeunes. Et pour le coup, ils ont surfé sur une série qui est extrêmement populaire auprès des plus jeunes électeurs, à savoir Game of Thrones, qui est un vrai phénomène de société. Effectivement, la prise en compte du contexte est un élément intéressant et jouer la carte des séries, c'est une piste sur laquelle on peut s'arrêter 5 minutes. Maintenant, il y a un enjeu qui est un enjeu de lisibilité, mais également de posture. C'est une communication qui est faite par le gouvernement, une communication publique, gouvernementale, dans un contexte social et économique extrêmement tendu. De jouer sur les codes du conte, même moderne, qu'est celui de Game of Thrones, qui est un jeu de fantasy en reprenant et en mettant des dragons et une écriture gothique sur le site d'information du gouvernement, et en s'adressant aux nobles des 7 royaumes, je trouve ça assez maladroit. C'est rien que de le dire, et je pense que c'était assez malvenu parce que ça donne vraiment le sentiment d'une superficialité qui est tout ce dont le gouvernement a besoin pour démontrer qu'il est engagé au quotidien sur le terrain. Et je les inviterai à regarder pour le coup ce que fait Hillary Clinton sur Internet s'ils veulent améliorer leur communication. Très bien, merci beaucoup Arnaud Pochbonne, merci pour cet éclairage, et voici tout de suite la fin du Zaptic. On n'est plus du tout dans Papy fait de la résistance. En ce moment, Papy aime le maréchal Pétain. Pour un gaulliste comme vous, ça doit être une plaie qui ne cicatrisera jamais. C'est terrible, regardez. Eh ben voilà, De Gaulle est partout. Ce qui est évidemment choquant dans cette histoire, il faut pas se mentir, c'est la réaction de sa fille. Ouais. C'est quand même... On est à 2 mois et demi des grandes vacances, elle a déjà attaché un arbre. Tu vois, je veux dire... Est-ce que vous serez candidat au régional en PACA? Non. Il a entendu l'appel à la sagesse lancé par Marine dans un propos à la fois ferme et douloureux. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Marion Maréchal Le Pen, si elle l'accepte, je pense serait une tête de liste très performante. Il faut chasser les crouilles de cette belle région, n'est-ce pas? Popo, ça suffit. Tu n'es plus le candidat, c'est Marion désormais. Marion, on t'écoute. Il faut chasser les bougnoules de cette belle région. Merci, Marion. Ah, ça fait du bien d'entendre un nouveau discours au Front National. Comme je vais mettre ma petite fille sur orbite, et qu'elle va peut-être être députée, ils n'ont pas fini d'en avoir du Le Pen. Je reconnais que c'est grâce à vous si Jean-Marie Le Pen s'est retiré. Merci. C'est grâce à vous si c'est la jeune Marion Maréchal Le Pen qui est candidate en PACA. C'est grâce à vous si le visage du Front National change et se rajeunit. Tata, je suis prête pour PACA. Papa, on t'a reconnu, lance Marine Le Pen. C'est grâce à vous si le FN est dédiabolisé et peut accéder au pouvoir. Voilà, c'est quand même pas compliqué. Jean-Jacques Bourdin, agitateur de mauvaises idées depuis 2007.
Pas question pour la députée du Vaucluse de se présenter avec Bruno Gollnisch comme le souhaitait Jean-Marie Le Pen. La petite dernière de la famille entend se débarrasser de l'image controversée de l'ancienne garde du parti d'extrême droite. Nous avons 2 candidatures, celle de Marion, dont il n'est pas un secret que je considérais qu'elle était la meilleure, et celle de Bruno Gollnisch. Le bureau politique se déterminera. La France se dirige-t-elle vers une surveillance de masse de ses citoyens ? C'est ce que craignent plusieurs associations réunies hier devant l'Assemblée pour dénoncer le projet de loi sur le renseignement présenté dans l'hémicycle par Manuel Valls. Demain, si vous ou l'un de vos proches êtes soupçonné, on pourra tout intercepter. Vos appels, vos SMS, vos mails. Plus de filature à l'ancienne, des mouchards GPS sur votre voiture ou vos objets personnels, vous voilà géolocalisés, facile à pister. L'espion de demain pourra s'introduire jusque chez vous, dissimuler micros et caméras. Il se fera hacker pour infiltrer votre ordinateur et grâce à un logiciel inédit, enregistrer ce que vous êtes en train de taper, là, maintenant. Qu'y a-t-il dans ce texte qui ne vous plaît pas, Olivier Besancenot? À peu près tout. On met en place une possibilité de surveillance très élargie, avec des moyens très puissants, sans aucun contre-pouvoir. Si on met tout le monde sous surveillance au prétexte de la lutte contre le terrorisme, alors on rentre dans une société dangereuse. S'il y en a bien qui sont pas chauds pour une surveillance tous azimuts, c'est nous les politiques. Ouais, je comprends. S'il y avait eu un seul micro RPR, on était tous en tôle. S'il y avait eu un seul micro à la mairie de Paris, tous en tôle aussi. Certains raccourcis confinent une fois encore à la caricature. Ce projet de loi n'installe en aucune manière un appareil de surveillance policière de la population. Et le principe de ciblage de toute surveillance sur des personnes menaçantes demeurera. Oui, mais François Hollande, il est pour lui. Ah ben, c'est un puceau des affaires, Hollande. Il craint rien. Si tu le mets sur écoute, tu l'entendras juste bouffer. Les lois trop mal faites, trop larges, donnent une latitude extraordinaire. Et l'absence de contrôle aussi, puisque là, c'est le Premier ministre qui décide tout ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il a dit, Manuel Valls? Eh bien, il m'a demandé si je rêvais toujours à lui. Et alors? Toujours rêvé de lui, toujours rêvé de lui. Et je lui ai dit que j'avais un peu de mal à le lui avouer parce qu'il était avec sa femme à ce moment-là. Ah, oui. Vous êtes respectueux, évidemment. Bah oui, et sa femme m'a dit, ça n'a aucune importance, vous pouvez continuer. Qui a dit? Je dialogue avec tout le monde, sauf avec Bonnie and Clyde. Alors, pour avoir la réponse, il faut trouver qui sont Bonnie and Clyde. C'est un couple de politiques, les voilà, vous allez les reconnaître. Arnaud Montebourg et Aurélie Filippetti. Alors c'est quelqu'un qui a dû les virer, qui dit « je dialogue avec tout le monde sauf avec eux ». Il s'agit donc du Premier ministre Manuel Valls. Là je vais le dire, c'est qu'au début du dossier Mittal, du dossier Florange, c'est un dossier qui a échappé à Matignon. Et puis quand ça a commencé à devenir difficile, un peu compliqué, il est revenu à Matignon. Il y a eu aussi les mots blessants d'Anne Gravoin, la compagne de Manuel Valls, à l'encontre de votre mère, qui disait « Une musicienne, c'est plus glamour que Madame Hérault, prof d'allemand dans la banlieue de Nantes. » l'a pas dit comme ça. Ton ministre t'insulte, le président te demande de faire en sorte qu'il reste au gouvernement et tu le fais, quoi. C'est-à-dire que c'est pas une couleuvre, là, c'est... Non, mais je dis que je le regrette. Ma loyauté a été poussée à l'extrême, je le regrette. Churchill, De Gaulle, 2 grands hommes d'État au destin exceptionnel, figure majeure de la Seconde Guerre mondiale, chefs de guerre, fins politiciens, grands écrivains, grands orateurs, à la fois alliés et frères ennemis. Le musée de l'armée des Invalides met en parallèle les parcours des 2 hommes à travers des centaines de documents, d'objets d'époque et même pour la première fois montré au public le véritable manuscrit des mémoires de guerre écrits par De Gaulle. Une exposition magnifique, regardez. Le but de cette exposition est tout simplement de mieux faire connaître les destins croisés de ces 2 grands personnages. Autrement que par les idées reçues qu'on a souvent. Les 2 personnes emblématiques de la Seconde Guerre mondiale. Et on n'a pratiquement aucune idée, bien souvent, de ce qu'ils étaient lorsqu'ils étaient enfants. Le Churchill et De Gaulle, à l'âge de 7 ans, leur adolescence, leur choix de carrière, tout ça, c'est pratiquement inconnu du grand public. Et on avait envie de le faire découvrir pour la première fois en France, montrer un parallèle de ces 2 hommes. Tous 2 ont été des chefs de guerre, tous 2 ont été des militaires de formation, tous 2 ont été de grands écrivains, de grands orateurs, tous 2 ont été aussi, ont tous les 2 subi le traumatisme d'être prisonniers de guerre, tous 2 ont connu les tranchées de la Première Guerre mondiale.
qui les unit, c'est l'amour de leur patrie. Tous les deux vont défendre becs et ongles l'Empire britannique pour l'un, la France pour l'autre. Les services britanniques vont armer la résistance française, vont lui envoyer les postes émetteurs-récepteurs qui vont lui permettre de rester en contact avec Londres, vont l'armer avec par exemple cette mitraillette Sten qui va devenir l'arme emblématique de la résistance, mais ils vont aussi envoyer toute une série de gadgets. L'un des membres des services secrets, les services secrets de la Royal Navy, est un certain Ian Fleming, et on voit bien ce qui va devenir plus tard James Bond, le gadget qui fait un peu l'apanage des services secrets britanniques. Donc vous avez par exemple ici ce dispositif d'allumeur chimique à retard. Tous les deux ont aussi beaucoup de points de différence. Ils sont de milieux sociaux très différents. L'un est excentrique, l'autre est beaucoup plus rationnel. L'un est exubérant, l'autre est aussi beaucoup plus simple. Tous deux défendent la souveraineté de leurs nations respectives. Et c'est ça qui va parfois provoquer des frictions énormes avec Churchill parce qu'il défend la France et Churchill défend la Grande-Bretagne. C'est souvent quand on parle de l'exposition de Churchill de Gaulle, on nous dit mais les deux hommes se détestaient. Eh bien non, on veut vraiment mettre fin à toutes ces légendes noires qui peuvent entourer les deux hommes. Charles de Gaulle arrive en Grande-Bretagne, il est envoyé par Paul Reynaud. C'est un inconnu de Churchill, mais ce n'est pas un homme venu de nulle part. Et il va l'aider dans sa démarche, notamment en lui donnant la parole au micro de la BBC le 18 juin 1940. Ce qu'ils ont en commun, ce sont leurs mémoires de guerre. Charles de Gaulle écrit à Colomba les deux églises dans son salon. Il griffonne beaucoup, d'où les difficultés qu'on peut parfois avoir à déchiffrer son écriture. Quant à Churchill, il s'entoure de ce qu'il appelle son syndicate, qui est une équipe de 30 personnes. Donc il dicte ses mémoires. Ensuite, il a des personnes qui ont collecté des documents et il découpe tous ces documents, il les colle sur une longue feuille de brouillon. Ensuite, chacun des intervenants, de ses secrétaires, de ses assistants, intervient avec chacun une couleur différente. C'est ça, la manière d'écrire de Winston Churchill, c'est un travail d'équipe. Amis, non. C'est vraiment le respect qui les unit. Churchill de Gaulle est à voir absolument jusqu'au 26 juillet au musée de l'armée des Invalides. Et voilà, Mediapol, c'est fini. Un grand merci à toutes les équipes de McCann France de nous avoir si gentiment reçus. L'émission, évidemment, est déjà disponible sur le site de la chaîne parlementaire. Vous pouvez nous écrire sur notre compte Twitter. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Mais en attendant, gardez l'œil ouvert et le bon